Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous, madame, messieurs. La matinale se poursuit. Alors, exceptionnellement pour ce matin, les sports vont intervenir, mais à la fin de la matinale. Christian Bokaya est en train de faire les derniers réglages avec les images qui doivent parvenir, etc. Mais nous, on n'attend pas. On ouvre donc la partie invitée. On va parler santé en attendant d'avoir justement Bokaya à la fin. Alors, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Nicolas Lomena, docteur en médecine, mais également qui est expert sur les questions de leadership en santé. Il est avec moi pour parler de deux choses, je dirais, à la fois comment bâtir, ça c'est un vieux sujet, mais on en parlera également, comment bâtir un hôpital au service de la dignité humaine. On parlera aussi de comment humaniser le secteur de l'accouchement. Une étude va être menée justement par lui très bientôt. Docteur, ravi de vous retrouver encore une fois. Après l'émission Urgence Santé, on est là dans la matinale, détendu, avec ce Kinshasa qui a quand même chaud, hein, les embouteillages, beaucoup d'histoires, mais vous êtes tout frais, docteur. Merci bien Gaëtan. Nous sommes là au service de l'humanité. Oui. Donc, alors, je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes docteur en médecine, bien évidemment. Alors, vous êtes aussi expert en leadership de santé. Vous avez un master en gestion des hôpitaux et services de santé. Et services de santé, oui. Également, j'ai un deuxième master en leadership et gouvernance. OK. Mais également un certificat avancé en conduite de changement et coaching collectif des organisations de santé. OK, donc, quant à ce qui concerne les hôpitaux, même la couverture santé universelle, tout ça, vous en savez grand-chose, docteur. Ben, la santé d'une manière globale. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va commencer par parler de la santé en RDC, ou les services des hôpitaux de manière globale, mais spécifiquement vers la fin, vous êtes en train de préparer une étude où vous voulez voir comment humaniser le secteur de l'accouchement. Pourquoi cette étude et ça va déboucher sur quoi? Monsieur Gaëtan, vous savez que quand vous lisez quelques objectifs de développement durable, dans les ODD, dans l'ODD 3, troisième objectif de question de santé, mais également dans d'autres objectifs de développement durable, dans l'ensemble d'une manière générale, les femmes et les enfants ont un statut un peu particulier. Ce sont des personnes vulnérables. Vulnérables, exactement. Et une femme enceinte, la grossesse n'est pas une maladie, mais une femme enceinte est plus vulnérable. Oui, est plus vulnérable. Oui. Et toutes les femmes, ceux qui sont passés par la maternité en savent quelque chose. Donc le moment d'accouchement et les moments de travail sont des moments très très pénibles, sont des moments très 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 difficiles pour les femmes. Même les sages-femmes qui sont passées par là en savent quelque chose. Et donc, ce sont des moments où les femmes ont besoin un peu plus d'humanité de la part des professionnels de la santé, mais également de toute la société. Alors attendez, je vais essayer de vous comprendre bien, docteur. Une femme qui est enceinte a besoin de plus d'humanité et de l'attention. Pourquoi faire? Est-ce qu'elles ne sont pas stigmatisées? Parlons d'abord de la société. Qu'est-ce que vous avez relevé comme hypothèse de départ, en fait, par rapport à ça? Nous sommes au mois de septembre. Oui. Nous sommes au mois de septembre. Il y a beaucoup d'accouchements. Non, au mois de septembre, parce qu'il y a une année, le chef de l'État, le ministre de la Santé, avait lancé la couverture santé universelle. Voilà. Donc, le 5 septembre ici, ce sera déjà une année. Et donc, des questions de violence lors des accouchements sont des questions qui sont développées ailleurs. Mais ici, chez nous, ce sont des questions qui ne sont pas... C'est tabou. Sont des sujets tabous. Ils sont des sujets tabous. Mais nous, comme élite, comme intellectuels, nous ne pouvons pas attendre 100 ans, 50 ans pour pallier à certains déficits. Et donc, d'une manière déjà globale, notre hôpital est en faillite d'humanité. C'est vraiment pratiquement un hôpital en ruine. J'aime la conscience du ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, oui. et qui est conscient que nous devons rebâtir, refonder cet hôpital. Et pour cela, nous nous sommes dit les temps d'accouchement sont des moments extrêmement pénibles pour les femmes. En fait, l'accouchement, c'est un acte médical, mais c'est un acte qui a pour champ l'intimité de la femme. Alors, la violence, d'abord, à l'accouchement,
elle est caractérisée par quoi? J'avoue que c'est une première pour moi de savoir qu'il y a un type de violence au moment de l'accouchement ou lorsque la femme est en travail. C'est avant, pendant ou après? D'une manière générale, dans les secteurs des hôpitaux, ici chez nous, en République démocratique du Congo, je vous le disais tantôt que lorsque vous avez un système de santé comme le nôtre, lorsque vous avez un hôpital malade comme le nôtre, donc vous êtes en face d'un hôpital en faillite d'humanité. Un hôpital en ruine pratiquement. Un hôpital mécanique. Voyez-vous? Donc la dimension psychologique, la dimension humaine est presque absente. Et donc, les questions de maltraitance hospitalière sont des questions que nous ne voulons pas regarder en face, mais ce sont des questions, lorsque vous circulez dans nos hôpitaux, en commençant par l'accueil et les autres, donc vous... Ah, c'est cela, notamment, ces violences, les violences, la déshumanisation. Je voudrais que vous soyez un peu concret par rapport à cette forme de violence. Effectivement, c'est que lors des accouchements, vous savez que l'accouchement, c'est vraiment des moments très difficiles, je disais, mais ici chez nous, on n'a pas une définition parce que la violence, c'est quelque chose de médical, mais également quelque chose de légal. Mais dans d'autres sociétés, on a défini la violence obstétricale lors des accouchements comme étant des comportements ou des actes médicalement non justifiés ou qui n'ont pas pu obtenir l'accord, le consentement éclairé des femmes. Et donc, quand vous regardez notre société, vous verrez que notre société, nous faisons pratiquement la négation de la gentilité reproductive. En deux mots, qu'est-ce que cela veut dire? La gentilité reproductive, ça veut dire c'est la capacité qu'ont les femmes à reconnaître et à défendre leurs droits reproductifs. La gentilité comme la jante féminine, vous voulez dire, par exemple? Oui. C'est cette capacité à défendre leurs droits reproductifs. Oui. Mais bon, dans les sociétés occidentales, ce n'est pas votre sujet. Le droit reproductif de la femme est totalement renié. Les femmes ne s'identifient pas à cet aspect, à cette fonction reproductive. Et ce sont des femmes qui approuvent la négation de la maternité. Bon, ça, c'est dans la société occidentale. Mais pour des questions de violence obstétricale, ça n'a rien à voir avec la culture. Ce sont des questions liées à l'humanité. C'est des questions liées au respect et à la dignité humaine. Donc, lorsque une femme vient pour accoucher, je vous dis que la maternité, c'est le symbole même de l'humanité. Et donc, comme personne humaine, comme humain, les femmes ont droit à vivre une expérience positive. Voyez-vous? Ils ont le droit de vivre, d'ailleurs c'est une obligation pour les professionnels de la santé, mais également pour la société de s'investir pour que nos femmes vivent des expériences positives et non des expériences négatives lors des accouchements. Alors quel est l'état global de la santé des Congolais, docteur? Oui, lorsqu'on veut évaluer la santé globale d'une population, il y a quelques éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir une idée. Et donc l'OMS définit la santé avec des approches. Il y a une approche médicale, mais également une approche sociale. Et donc, dans le secteur de la santé, lorsqu'on veut évaluer la santé de manière globale, on évalue ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Bref, qu'est-ce que cela veut dire, les déterminants sociaux de la santé? Ce sont les dimensions de l'existence sociale des individus et des populations modifiables par les politiques ayant un impact sur la santé et qui peuvent également jouer une influence sur les inégalités de la santé. Ça veut dire que ce sont les déterminants de la santé, ce sont des leviers, des éléments sur lesquels les politiques peuvent s'appuyer pour améliorer la santé d'une manière globale. Et ces déterminants peuvent être subdivisés en 4 parties. Vous avez les déterminants, les caractéristiques individuelles liées à l'humain, par exemple l'âge, le caractère génétique, les compétences, le mode de vie, les habitudes alimentaires. Ça a une influence sur la vie, sur la santé. Mais vous avez également la deuxième catégorie de déterminants, ça veut dire le milieu de vie. Voyez-vous,
le milieu de vie. Ça veut dire une personne, par exemple, qui habite, qui s'inscrit dans un environnement, et une personne qui habite, par exemple, le quartier Itex Africa, ils sont dans des environnements différents, et l'impact de l'environnement dans la vie de ces deux personnes sera également différent. Mais vous avez également le troisième catégorie, ce qu'on appelle les systèmes. Les systèmes de santé, les systèmes d'éducation, le système de mobilité, par exemple. Imaginez, par exemple, vous avez quelqu'un, par exemple, qui est à Biboua, qui fait un AVC, et que la plus grande hôpital, c'est l'hôpital Biamba Mutombo ou l'hôpital sino-congolaise. Voyez-vous, lorsque vous avez des embouteillages, vous avez un système de mobilité défaillante, vous voyez que vous aurez du mal. Et deuxièmement, dans ce qui concerne le système de mobilité, vous avez par exemple des motocyclistes, ce qu'on appelle des Wewa communément. Vous voyez? Donc ça met à danger la santé de la population. Il y a le système de mobilité qui peut être remis en question, mais il y a même l'engin pour la mobilité aussi, qui peut être facteur d'autre chose. Non, exactement. Ce que ça veut dire, ce sont des leviers sur lesquels les politiques peuvent s'appuyer pour améliorer la santé. Mais la quatrième catégorie, c'est les aspects un peu globaux. Par exemple, les politiques globales. Dans la politique globale, c'est que vous avez la culture politique, mais vous avez également la participation citoyenne. Parce que lorsque les politiques prennent des décisions, ces décisions ont un impact au présent, mais également pour des générations futures. Et donc, lorsque vous êtes dans un pays où vous avez des problèmes sociaux, des problèmes de crise de santé, je voudrais ici vous rappeler que la République démocratique du Congo, nous sommes 4e pays le plus pauvre. Donc, quand nous évaluons le secteur de la santé, nous l'évaluons également en fonction de la position que nous occupons en termes de pauvreté. Donc, ça veut dire que lorsque nous accumulons successivement de mauvaises politiques publiques, cela a un impact sur le présent, mais également sur l'avenir. Pourquoi? Parce qu'une crise de santé, une crise hospitalière est tout d'abord et premièrement une crise sociale. Et les crises sociales sont des crises liées aux politiques publiques. Et les crises politiques sont en fait des crises liées au leadership. Voyez-vous? Et donc, pourquoi est-ce que j'ai pris l'aspect politique et politique participative? Parce qu'il y a des choses que lorsque vous vous retrouvez dans une nation comme le nôtre où vous avez des défis un peu presque partout, on devait avoir plus de leadership dans les secteurs politiques que d'avoir des politiciens dans des positions de leadership. Ça pose problème. Et il y a quelques mois ici, j'étais agréablement surpris de voir une conférence être organisée à l'université de Kinshasa, où les politiques se sont retrouvés dans un cadre où ils parlaient de questions de leadership. Voyez-vous, malheureusement, tout de suite, 2 semaines ou 3 semaines après, la question a été politisée parce que nous sommes dans une société fortement politisée pour rien. Mais lorsque je parle de la participation... Il n'avait pas raison, non? Notamment, il y a eu l'intervention des grands politiques, hein, Jean-Lucien Boussa, Vital Kamere, Jean-Lucien Boussa qui a dit que depuis toujours, depuis la nuit des temps, la RDC n'a jamais eu un bon leadership à la tête du pays. Alors vous, en tant qu'expert en leadership de santé, le leadership est le même partout, hein, mais vous l'appliquez seulement dans le domaine de la santé. Est-ce que vous reconnaissez dans ces phrases-là? Non, je pense que je prendrai plus le côté positif de la conférence, oui. L'intervention de M. Matata. Oui. Okay? L'intervention de M. Matata, je pense que nous avons des défis partout. Nous avons des défis partout et des questions de leadership sont des questions qui se posent avec acuité. Parce que si nous voulons le changement c'est un domaine réservé aux leaders. Parce que aucune société, aucune organisation, aucune entreprise, aucune institution ne peut se développer au-delà de son leadership. Et la situation... des personnes qui peuvent incarner ce leadership. Exactement. Et ici, je fais plus allusion. Moi, j'ai une expertise en conduite de changement et leadership collectif. Donc ici, je parle plus du leadership collectif. Voyez-vous? Okay. Je parle plus du leadership collectif qui doivent émerger pour nous permettre à résoudre des problèmes auxquels nous faisons face pratiquement dans tous les secteurs.
Et lorsque je parle de la participation politique, vous savez, il y a un grand leader qui nous a quittés, ça fait 2000 ans. Ce grand leader a dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Okay. Jésus-Christ, vous voulez dire. Exactement. Ce que ça veut dire, c'est que les suiveurs ont également un pouvoir. Les suiveurs ont également un pouvoir. Je suis congolais comme tout le monde, je suis l'actualité politique. Et vous allez remarquer que, M. Gaëtan, le jour où les Congolais deviendront exigeants envers les dirigeants, envers la classe politique, je pense que beaucoup de hommes politiques auront du mal à survivre dans cette sphère-là. Vous voyez? C'est comme ça que je dis, ils sont dans une sorte de... C'est un système. Et pour faire un contre-leadership à ce système, nous devons faire émerger le leadership collectif, d'ailleurs développé par le pasteur Silas, qui ces derniers temps... Les docteurs Silas. Docteur Silas Emile Makangu, il a écrit un joli livre sur le bâtisseur de la nation. Ça veut dire que c'est pour permettre à ce que nous puissions faire émerger un leadership collectif, un contre-leadership. Pourquoi je dis ça? Vous savez, à l'Égypte antique, il y a Pharaon qui avait un rêve. Pharaon avait un rêve, il avait un problème, il avait un souci, mais Pharaon avait du mal à trouver des solutions par rapport à sa vision. Ouais. Okay? Mais il était Pharaon, il avait des problèmes, un sérieux problème à trouver une solution par rapport à l'interprétation de son rêve. Pourtant, il est entouré des gens, des intellectuels, tout ça, des gens qui pratiquaient n'importe quoi aussi. Il avait une équipe et Pharaon a posé des problèmes à son équipe et ses collaborateurs ont tenté de donner leur position par rapport au rêve. Il n'en était pas convaincu. Et Pharaon n'était pas convaincu. Mais lui-même n'avait pas l'interprétation. Mais il pouvait savoir que ce qu'on lui a dit n'était pas vrai. N'était pas vrai, mais n'était pas convaincu. Oui. Il a trouvé l'interprétation ailleurs. Oui. Voyez-vous, lorsque Joseph est venu, Joseph a interprété le rêve de Pharaon dans ce secteur-là. Voyez-vous. Et donc, ce que ça veut dire que nous pouvons avoir... Il y a une question de leadership là derrière dans cette interprétation? Exactement, parce que quand vous occupez une position, écoutez, je suis pas pour un partisan de leadership des positions. Okay. Lorsque quelqu'un occupe une position de leadership, il doit être au même moment un mentor, un coach, parce qu'une vision, on peut céder une vision. Une vision, on peut la céder. Une vision, on peut l'adopter. Une vision, on peut la mentorer. Une vision, on peut la financer. Vous voyez, donc, dans ce cas-là, Pharaon a transféré sa vision. Il a transféré sa vision, ses compétences, ce qu'il avait comme vision. Il a transféré sur Joseph qui a interprété et ça a permis à Joseph de faire sortir l'Égypte. Qui s'est montré un bon leader aussi, Pharaon. Ah, ça c'est très bien dit, docteur. Alors, revenons à nos moutons rapidement. Vous avez parlé des déterminants sociaux. Visiblement, ça montre que les déterminants sociaux n'ont pas tous les mêmes poids. Non, les déterminants sociaux de la santé n'ont pas toujours le même poids. Et donc, dans les conditions qui sont vraiment les nôtres, c'est très difficile. Il faut trouver quelques déterminants sur lesquels on peut s'appuyer pour améliorer des choses d'une manière un peu rapide. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le monde dans lequel nous nous trouvons, le monde est en train de changer vite. Et notre capacité à comprendre ces changements n'est pas à la hauteur. Et donc, si nous voulons changer d'une manière globale la santé de la population, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons changer nos politiques publiques. Par exemple, nous devons faire de la question de justice sociale une question de vie ou de mort, des inégalités. Donc, pour ce faire, il faut que nos politiques adoptent un leadership éthique et intègre. Okay? Et donc, dans le secteur, par exemple, de l'éducation, moi, je pense que je vous ai dit tantôt que j'avais un certificat avancé en coaching, leadership des établissements scolaires. Donc, nous devons également voir dans quelle mesure nous devons investir sur l'éducation, sur le secteur de l'éducation. Pourquoi? Parce que un enfant qui naît aujourd'hui au Congo et l'autre qui naît au Japon, celui qui naît au Japon aura 40 ans de vie plus que celui du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans le jeune enfance. Voyez-vous?
la jeune enfance, ils investissent déjà à l'école, ils développent ce qu'on appelle les compétences, la culture santé. Et plus développée dès la jeune enfance, ça permet aux gens d'être en bonne santé dans différents âges de vie. Et ça, c'est la santé à la fois mentale, physique, tout ça. L'enfant sait savoir qu'il est responsable de sa propre vie, sanitairement parlant. Oui, oui. Donc, excusez-moi, on va marquer une pause rapidement parce que nous avons l'information à prendre maintenant dans ce que nous appelons la minute de l'information. Nathalie Yoko est là pour la toute dernière. Nathalie, tu as l'antenne. Bienvenue encore. Vous êtes restés avec nous. La minute info, c'est tout de suite. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, la situation est sous contrôle. Plusieurs sources indiquent les crépitements de balles depuis 3 heures du matin dans ce centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Les pensionnaires ont tenté de s'en aller en forçant le passage. Les policiers militaires commis à la garde se sont déployés en tirant à balles réelles. Des cas de morts et des blessés sont enregistrés. Rentrée scolaire 2024-2025, le go est donné officiellement ce matin au lycée Lambatumwa à Kimpese dans le Congo central par la première ministre Judith Suminwa a par la même occasion procédé à la distribution des kits scolaires aux élèves de cette école catholique. Début ce lundi de la publication des résultats de la 4e édition de l'examen national des fins d'études professionnelles. Les résultats seront exclusivement disponibles via les réseaux de téléphonie mobile. Dans le monde, en France, dernière ligne droite, la nomination d'un premier ministre était attendue ce dimanche. Finalement, c'est une série d'entretiens à l'Élysée qui a été annoncée. Bernard Cazeneuve doit rencontrer Emmanuel Macron dans la matinée de ce lundi. Après lui, ce sera le tour de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Xavier Bertrand. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Allez, docteur, merci. Nous sommes de retour. Vous parliez tout à l'heure là vous compariez le système sanitaire de santé japonais, le système en RDC. Vous dites au Japon, on investit déjà dans la jeune enfance à la santé. Exactement. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle dans les jargons techniques un niveau de health literacy élevé. Vous voyez, je vous ai parlé ici des déterminants de la santé, les différents déterminants de la santé. Et ils investissent sur ces déterminants à tous les niveaux. Et donc, si nous voulons voir évoluer les choses, nous devons investir dans différents déterminants, mais un peu plus sur voir ce que nous pouvons faire sur le plan leadership politique, mais également sur le plan leadership éducatif, mais également sur le système de santé. Pourquoi, M. Gaëtan? C'est que les Congolais vivent, par exemple, l'espérance de vie au Congo est de 57-58 ans. Mais quand vous sillonnez dans les hôpitaux congolais, je pense que plusieurs d'entre nous, vous entendez les Congolais dire Congolais bazokufa mikolo mingi. Ce que ça veut dire, c'est que dans le secteur de la santé, il y a un déterminant qu'on appelle les années potentielles de vie perdues. C'est quoi les années potentielles de vie perdues? C'est le nombre d'années perdues suite à un décès prématuré. Ça veut dire l'espérance de vie qui est de 57 ans. Et lorsque vous avez un jeune de 30 ans qui meurt, ça veut dire que ce jeune a perdu 27 ans de vie. Il a perdu 27 ans de vie. Voyez-vous? Et donc, il y a des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour améliorer sensiblement et raccourcir les années de potentiel de vie perdu qui est vraiment, comment dois-je, trop long. C'est énorme quand même, docteur. Bon, on ne saura pas revenir sur ça, parce que j'ai plein de questions. Vous demandez pourquoi est-ce qu'on a une espérance de vie de 57 ans, mais les gens meurent à 30 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on fait pour justement rehausser la pente? Mais vous y reviendrez peut-être plus tard. Alors, quel est l'état de l'hôpital congolais? En peu de mots, docteur. Ben, vous savez qu'en posant cette question, j'ai
Vraiment, je suis tenté de vous dire, observons une minute pour l'hôpital congolais. L'hôpital congolais, c'est un hôpital qui est... En fait, l'hôpital congolais, c'est le miroir parfait de notre société. L'hôpital est gravement malade. L'hôpital est gravement malade. Monsieur Gaëtan, moi, en tant que médecin, nous avons fait ce métier. Ce n'est pas pour tuer les gens, ce n'est pas pour maltraiter les gens, c'est pour sauver des vies. Mais malheureusement, les carences de notre système de soins font basculer de vie à la mort. Et donc, nous devons prendre au sérieux, nous devons tous nous investir dans des questions de l'hôpital pour voir comment est-ce que nous pourrions relever, sortir cet hôpital. Je vous dis, cet hôpital est loin. Et le docteur Roger Kamba, le ministre de la Santé, je vous dis, je suis totalement parfait avec sa position, que c'est un hôpital que nous devons reconstruire, refonder totalement. Alors, c'est possible, docteur, de pouvoir améliorer la qualité et la sécurité des soins, ça c'est sûr. Mais si oui, sur quel levier devons-nous nous appuyer? Exactement, c'est possible. Monsieur Gaëtan, il y a 25 ans, 30 ans, Dubaï, c'était un désert. Et aujourd'hui, quand vous allez à Dubaï, vous ne comparez pas Dubaï et Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a des choses avec les nouvelles technologies de la communication et les nouvelles techniques de leadership et de coaching, nous pouvons nous appuyer sur certains éléments pour relever les niveaux. 4 leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Le premier levier, c'est du côté matériel, sur la conception de nos infrastructures, mais surtout l'équipement. Parce qu'en termes de construction des infrastructures, si nous devons construire des hôpitaux, ça veut dire que ça nous demandera énormément d'argent. Mais nous pouvons également... Quand on construit notamment l'hôpital qu'on appelle Renaissance, hein, c'est vraiment pas Mamaye à côté, mais il y a Renaissance, c'est ce levier-là dont vous parlez. Oui, parce que... c'est nécessaire d'abord, c'est ce dont on avait besoin maintenant, de construire un grand hôpital comme ça. Je vous dirais le système qu'il fallait reformer. Je vous dirais tout de suite non, parce que moi, je suis partisan de la lutte contre les inégalités de santé, c'est-à-dire les inégalités cliniques. Je pense que, vous savez, quand je suis passé sur Triomphal le matin, je vis la salle Arena qui a coûté 105 millions de dollars pratiquement. Et je pense que cet argent pouvait servir à ce que nous avons énormément des hôpitaux généraux de référence dans la ville de Kinshasa, qui sont généraux de référence que de nom. À l'intérieur, il y a presque rien. Voyez-vous? Et je pense qu'avec 105 millions de dollars, on pouvait investir, mettre 5 millions dans différents centres de santé ou hôpitaux généraux de référence. On aurait résolu le problème des inégalités cliniques, voyez-vous. Et donc, je crois qu'on a besoin de ces hôpitaux, des hôpitaux tertiaires, mais je pense qu'on devait d'abord investir dans ce qui existe, mais également faire un effort d'investir dans les systèmes de soins primaires. Alors, vous parliez des leviers, vous étiez au premier. Deuxième, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, docteur. Le deuxième levier, c'est l'organisation de soins. Vous savez, bâtir une équipe de santé, aujourd'hui, des problèmes de santé sont des problèmes des équipes. Et donc, détruire une équipe de santé, ça ne demande pas des années, mais reconstruire une équipe de soins, ça demande énormément de temps et de moyens. Et donc, nous pouvons nous investir dans l'organisation des équipes. Le troisième levier, c'est la coopération en soins, mais il y a un levier très important sur les ressources humaines. C'est là où nous pouvons investir pour faire de notre système de soins un système accueillant, à l'écoute et un système humain. Dans le système, dans les ressources humaines, vous avez des compétences techniques, mais vous avez également des compétences des compétences d'humanisation, de socialisation. Relationnelles. Oui, relationnelles. Et vous savez que ce sont des compétences les plus importantes parce que quand quelqu'un sort de l'hôpital, la première impression que la personne a, c'est que la personne garde de l'hôpital, c'est l'accueil, mais également c'est la communication. Les sourires de l'infirmière, notamment, donc, pour quelqu'un comme moi. Exactement. Donc nous pouvons investir sur les compétences relationnelles pour nous permettre d'humaniser d'une manière un peu rapide notre système de soins. Vos propositions rapidement alors, docteur? Effectivement, nous avons une proposition transformée. Une proposition justement pour améliorer notre système de soins à l'ère, je vais dire, de nouvelles réalités. Exactement.
Transformer pour humaniser, c'est notre proposition. Ah, d'accord. C'est un parcours de leadership et coaching collectif des organisations de santé. Qu'est-ce que c'est? Vraiment un projet d'humanisation de l'hôpital, mais de l'hôpital de Kinshasa. Un grand projet d'humanisation. Et nous avons quelques objectifs. Ça veut dire implémenter la culture contrôle de gestion, implémenter la culture qualité de soins, implémenter la culture de la bientraitance, mais également lutter contre la maltraitance hospitalière. Ça veut dire dans ces grands projets que le transformer pour humaniser, c'est un projet à différentes étapes. Ce que nous allons accompagner dans un premier temps 100 hôpitaux, et dans les 100 hôpitaux, nous aurons 30 pôles d'excellence, et dans les 30 pôles d'excellence, nous allons joindre plus ou moins 3000 centres de santé dans ces systèmes. Et vous savez qu'avec la nouvelle technologie de la communication, c'est possible. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un prototype de personnes qui peuvent porter cette vision. Et je crois que notamment le gouvernement aussi? Non, je ne parle pas d'abord de gouvernement, je parle de type d'hommes, de type de leaders qui doivent porter la vision. Parce que nous, comme Health Leadership, moi, comme porteur du projet, nous serons comme des systèmes de livraison du changement. Mais les vrais acteurs, ce sont des médecins directeurs, ce sont des chefs des établissements de santé, ce sont des chefs des centres de santé. Et donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, comme c'est un projet de conduite du changement dans les secteurs de santé, la première des choses, c'est qu'il faut faire, il faut changer de conduite. C'est-à-dire travailler sur les leaders. La première phase, ce sera une phase pour travailler sur les leaders, pour nous permettre d'avoir des leaders chefs de projet, de coachs, de mentors, de vrais managers. Et non seulement c'est cramponné dans la posture des gestionnaires. Pourquoi c'est important, ce que j'ai dit? Parce que si vous voulez transformer une locomotive à vapeur à une locomotive électrique, vous n'allez pas vous contenter de temps en temps à changer une pièce. Ce que vous devez faire, c'est de changer les logiciels. Et dans le cadre de coaching collectif, c'est possible de changer les logiciels si nous voulons transformer notre système de santé. C'est-à-dire que par l'approche d'empowerment, l'approche de développement du pouvoir d'agir, nous allons transférer les compétences, nous allons travailler, investir dans la première phase auprès de responsables de différentes organisations. Et la deuxième phase, ça sera vraiment la phase de l'humanisation. Docteur, merci beaucoup. On en vient maintenant à notre question de départ sur l'humanisation des maternités. Il y a même une journée d'humanité pour les maternités humanisées. Docteur, votre étude, alors, est-ce que vous avez répondu à la question de savoir sur quoi ça va déboucher cette étude-là? Oui, c'est 14. En quelques minutes, c'est 14 septembre. C'est 14 septembre, nous serons au bâtiment administratif du gouvernement, Paul Panda, sur le boulevard Triomphal. C'est une journée à porte ouverte pour tous ceux qui veulent participer, contribuer à ce grand projet de titre. Ce que nous voulons, en fait, nous sommes dit, c'est pas parce qu'on occupe une position, nous par exemple, professionnels de santé, nous avons une position et ce n'est pas parce que le patient, l'agentivité reproductive n'est pas développée que nous ne pouvons pas faire quelque chose. Il y a beaucoup de cas de maltraitance lors des accouchements dans nos maternités. Ce que nous voulons faire grâce à ces études, c'est aller vers les accouchés. C'est pour avoir la perception et les différentes approches, ce que eux, des accouchés, ce que eux, ils vivent comme expérience. C'est aller vers eux, étudier leur expérience des accouchements pour nous permettre d'établir de bonnes politiques de bientraitance et de permettre aux accouchés de vivre une expérience positive. Et donc, quant à ça, nous avons besoin d'un accompagnement. Quant à ça, le gouvernement a vraiment cette nécessité-là, cette urgence de pouvoir vous accompagner, puisqu'on a la maternité gratuite. Avec la maternité gratuite, je suis sûr que la violence est décuplée.
Parce que ceux qui soignent n'ont pas toujours les moyens requis, n'est-ce pas, docteur? Écoutez, je ne vous dis pas en termes de paroles, en termes de violence physique, tout, mais c'est un programme très important. Je crois que c'est un problème qui concerne la société. C'est un problème qui concerne la société. Et donc, pour ces grands projets, nous avons un minimum de $180 000. Et donc, j'ai besoin de $180 000. 180 pour 000 mener ça où exactement? Non, ça sera un projet qui sera une étude dans 50 maternités de la ville de Kinshasa. Où il y a la maternité gratuite ou peu importe? Je dis dans 50 maternités de la ville de Kinshasa. Les problèmes, parce que là où il y a la gratuité de la maternité, il y a de violence. Il y a plus encore. Plusieurs. Ça accentue. Mais également, lorsque vous allez même dans des maternités privées, vous trouvez également des questions de violence. Ouais. Notre souci, c'est de résoudre le problème, c'est permettre aux femmes de vivre une expérience positive. Mais bien, docteur n'a plus de temps, malheureusement. Rapidement, donnez-moi 2 minutes. Donc, j'aimerais ici... 2 minutes. Faire appel à quelques leaders générationnels parce que je pense que c'est une responsabilité sociétale, une responsabilité pour nous. Et donc, je voudrais demander à tous ceux qui peuvent, couples ou certains leaders, qui peuvent contribuer à la hauteur de, si nous avons par exemple 3 couples qui contribuent par exemple à la hauteur de $60 000, $60 000, $60 000, nous avons $180 000. Et donc ici, j'appelle à la générosité du président par exemple de la fondation Widal, l'excellence Guy Luando Mboyo, couple Guy Luando. Je m'aimerais également m'adresser à la très distinguée première dame. La fondation Denise Nyakero. La première dame est professionnelle de santé. Elle sait que la bientraitance, ce n'est pas l'apanage des professionnels de santé, mais c'est le cœur du métier. Et tout processus d'humanisation commence et a comme pilier la bientraitance. Mais également tout le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, le fonds de la promotion de la couverture, le fonds de la promotion de la santé, le fonds de la promotion de la solidarité de la santé, la couverture santé universelle et tous ceux qui ont... Comment on vous contacte alors pour cela? Tous ceux qui ont... Comment on vous contacte? Ils peuvent nous joindre au 081 599 31 95. 081 599 plutôt 31 95. Merci beaucoup, docteur. Allez, le prophète Daniel Katembela, il est magnifiquement très bien habillé, prophétiquement habillé même, je le vois de loin. On va parler de beaucoup de choses, de son orphelinat, de l'unité de l'église de réveil qui se dessine en tout cas. C'est un projet extraordinaire, presque irréalisable, mais les pères de l'église y ont foi. On reste ensemble pour pouvoir le regarder. Rapidement, Guilain, pas de longues transitions, s'il te plaît, Guilain.